y avait un optimisme insouciant et aussi le fait que à chaque niveau, je me suis fait former. On va le dire, tu dois le dire sur ta chaîne, je le dis sur ma chaîne, mais la connaissance te donne la confiance. La confiance te donne le courage et le courage te donne le fait de prendre des actions. Chaque fois que j'ai fait un gros move, je suis passé du petit au gros. Après les gros, je me suis lancé dans la construction de bâtiments neufs. À chaque fois, je me suis fait former et ça, c'est un peu ça qui a rendu un peu le processus un peu, je dirais pas facile, mais simple. Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que je me trouve à Montréal, au Canada, avec Uriel, qui est un investisseur immobilier, vous allez voir qu'il rigole pas. 391 appartements. Donc, comme on dit dans le jargon, il n'est pas là pour enfiler des perles. Tout ce qui est théorie, machin, lui, il est sur le concret. Avant de tourner l'interview, il me montrait par la fenêtre, il me dit, tu vois, Pierre, là, il y a une espèce de truc de terrain marécageux, machin. Les gens voient un marécage, moi, je vois déjà une construction de je sais pas combien de logements et tout. Donc, il est vraiment très, très chaud. Donc, salut Uriel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'es arrivé? T'es parti de zéro, enfin, tes parents étaient riches peut-être, je sais pas. Mais comment est-ce que t'en es arrivé de zéro appartement à un parc immobilier? Le gars, c'est un magnat de l'immobilier, quoi. C'est le nouveau Donald Trump de Montréal. Ben, écoute, merci beaucoup pour la plateforme. Donc, Uriel Bigot, je suis pas issu d'une famille qui est très riche. Mes parents sont pas pauvres non plus, il faut pas exagérer, mais enfance modeste, grandi au Bénin et un peu en Belgique quand j'étais tout petit. Puis après mon bac à 18 ans, je suis allé en France faire mes études en technologie de l'information et télécommunications à Troyes, une petite ville en Champagne, à 1h30 de Paris. J'ai fait mes études en partie en France, mais aussi un peu aux États-Unis, un peu en Chine. Et j'ai eu mon diplôme en 2008. J'ai commencé à travailler à Paris à la Défense. Premier gros salaire, on pense qu'on a tout réussi. On travaille de 9 à 9, puis on pense que le monde nous appartient. J'étais consultant à Paris. J'ai roulé ma bosse pas mal à Paris. Pas mal de difficultés aussi à me loger à Paris. C'est un peu comme ça que j'ai d'ailleurs commencé. Pas de garant, pas de parents. Donc, c'est très difficile quand tu te positionnes sur un appartement que tu as vu sur PAP. Tu vas faire la visite le lendemain. Tu as une ligne devant. Tu sais que tu vas pas l'avoir. Donc, j'ai beaucoup galéré, beaucoup de mal à trouver du logement. Puis finalement, je me suis dit à un moment, si mon argent n'est pas assez bon pour qu'on me loue un logement, il va être assez bon pour qu'on me vende un logement. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Donc, tu as commencé à investir en France? J'ai commencé à investir en France. J'ai acheté un premier appartement à Cergy-le-Haut. Pourquoi? Parce que c'était au bout du RER A, je travaillais à la Défense, donc dans ma logique à moi, j'aurais eu une place assise dans le RER en partant de Cergy. C'était mon premier lot. T'as acheté quoi? J'ai acheté un appartement de 3 chambres, donc un T4 du coup, je pense qu'on appelle ça. Résidence principale en fait? Non, je l'ai acheté pour faire la location, mais j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire à l'époque. Okay. Je crois que je l'ai acheté à 158 000 euros. T'as pas commencé en étant parfait et en achetant la bonne affaire? Non. J'ai dû mettre 60 000 de mise de fonds, 60 000 euros de mise de fonds. Mise de fonds, c'est l'apport? Ouais, 60 000 euros d'apport. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un crédit sur la durée la plus courte possible parce que dans ma tête, il fallait que je le rembourse le plus rapidement possible. Toutes les erreurs à pas faire. Puis après ça, j'ai bougé. Je suis parti en France, je suis parti au Canada avec à l'époque, ma copine qui est devenue ma femme. Donc mariée, père de 3 enfants. Et on s'était toujours dit qu'on voulait, j'étais un peu fatigué de Paris, je ne me voyais pas élever des enfants sur le périph. Et on s'est dit qu'on allait aller soit en province, soit à l'étranger. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit que la province, on pourrait toujours y aller plus tard, quand on serait vieux, autant aller à l'étranger. On est venu au Canada en vacances, en été. On a beaucoup aimé. Puis 6 mois plus tard, on a aménagé ici. Donc je suis arrivé au Canada le 18 novembre 2012. Et depuis, j'ai tranquillement évolué. J'ai fait une première acquisition, un premier immeuble de rapport en 2016. Un immeuble de 4 ans Pourquoi autant d'années? Parce qu'à ce stade-là, j'étais plutôt dans une logique de m'intégrer, de bien m'installer, T'as fait quoi quand t'es arrivé au Canada? C'était quoi ta situation professionnelle? Donc ma femme, c'est ça la beauté du modèle. Quand on est venu en vacances, elle travaille à Société Générale en France. Oui. Quand elle est venue en vacances, elle est venue dire bonjour à ses collègues qui travaillent à Société Générale ici. Société Générale, elle montait les prêts ou elle faisait? Non, elle était dans l'informatique. Elle était au niveau du département de tout ce qui était, on appelle ça analyse d'affaires, donc tout ce qui est vraiment un peu dans l'informatique, les applications de la banque et tout ça. Tu sais qu'elle doit connaître ma tante parce que ma tante était la directrice nationale du service informatique à la Société Générale. C'est très probable. C'est un petit monde.
Et donc, elle est venue, puis elle a vu ses collègues, ils lui ont dit, bah, tant qu'à faire, on cherche du monde ici, est-ce que tu serais intéressé à venir travailler pour nous? Elle a fait, ouais, je vais y réfléchir. On est rentré, on était super contents parce que c'était un peu le projet à la base. Donc là, ça s'est concrétisé. Ils lui ont offert un poste, ils sont occupés de tout. Ils ont fait le visa, ils ont payé les frais de déménagement, on a tout ramené ici. Puis elle avait un visa fermé pour travailler pour la Société Générale, banque d'investissement, la SGIB. Et du coup, moi, j'avais un visa ouvert. Donc, je suis arrivé ici, pas de travail. C'était sécurisant, quoi. Ta femme arrive, elle a déjà un poste, vous êtes installés. Enfin, c'était ça le but. L'idée, c'est qu'il y en ait au moins un de nous qui a un travail. Donc, j'ai démissionné. On a tous démissionné de la France. On est venu ici. Puis 3 mois après, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé du travail. De façon assez intéressante, d'ailleurs. J'ai postulé à plein de boîtes. Pas eu de réponse. Puis ça, c'est un point important pour ceux qui viennent vivre au Canada. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment important aussi. Ce n'est pas vraiment ce que tu sais, mais qui tu connais. Je m'en souviendrai toujours, Jean-François Missika. Tu travaillais en France, à la Défense, pour Saint-Gobain. Je travaillais pour un cabinet de conseil qui s'appelait à l'époque Solucom. Aujourd'hui, c'est Wavecom. Et il était venu plus tôt que moi au Canada. Il travaillait dans une boîte à laquelle j'avais envoyé mon CV, mais il m'avait jamais répondu. Puis après, je lui ai donné mon CV. Et la semaine d'après, on m'appelait pour une interview. Et la semaine d'après, je commençais à travailler. Donc, c'est vraiment important de passer par des gens, d'avoir des contacts, des relations. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi. Puis, je te dirais que de 2012 à 2016, je n'ai rien fait parce que j'essayais de reproduire le modèle français sur le modèle canadien. Le cash flow. Oui, mais surtout aussi en immobilier, en immobilier, c'est-à-dire le fait qu'en France, tu peux acheter sans apport, 110%, 105%, à l'époque en tout cas. Enfin, toujours, mais c'est beaucoup plus complexe. Exactement. C'est pas impossible, mais ça s'est durci, on va dire. Et ça marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un gars un jour dans un événement de réseautage, un événement où je suis allé rencontrer d'autres investisseurs, il y avait une conférence, puis on a sympathisé, puis le gars m'a dit qu'il avait 300 lots à Montréal. Alors, ta réaction? Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible? J'arrive pas à en avoir un seul, le mec, il en a 300. Et je suis de ceux qui pensent que quand tu rencontres quelqu'un qui en sait plus que toi, il faudra l'humilité d'écouter. Et là, il s'est mis un peu à m'expliquer ses stratégies, comment il faisait. Et c'est un peu là que j'ai créé un peu mon concept en fait, l'immobilier, c'est très conceptuel dans le sens où il m'a expliqué comment réussir à sécuriser des fonds sans avoir de fonds. Comment faire pour acheter de l'immobilier sans forcément utiliser son épargne. Ce que j'appelle les mises de fonds alternatives. Parce que, pour expliquer un petit peu le système, après tu l'expliqueras probablement mieux que moi, mais au Canada, tu peux pas acheter sans apport. Exactement. Donc, si tu peux expliquer un peu comment fonctionne le processus pour les gens qui découvriraient un petit peu comment ça fonctionne ici. Ouais, tu dois absolument amener de l'apport. Pourquoi? Parce que la banque veut que tu aies ce qu'on appelle skin in the game. La banque veut que tu sois impliqué financièrement. Un bien qui vaut 100 000, elle va vouloir que tu mettes un 20 000 parce qu'elle se dit, si jamais tu fais défaut ou que tu ne payes pas respectes pas tes obligations, si elle décide de le vendre et donc de le brader, parce que c'est pas son boulot à la banque de gérer un bâtiment. Son boulot à elle, c'est d'encaisser des chèques. Et donc, ce qu'elle veut, c'est qu'elle se dit, si jamais un jour tu fais défaut, elle veut pouvoir vendre le bien le plus rapidement possible et passer à autre chose et rembourser ce que tu lui dois. Et elle part du principe qu'on le vendra, que dans cette situation-là, très probablement, elle va le vendre à 80% de sa valeur. Et donc, elle veut que tu mettes au moins 20%. Comme ça, si elle est amenée à le brader à 80% de sa valeur, elle va pas perdre de l'argent. Donc, la banque va toujours t'exiger un minima de mettre 20% de mise de fonds pour acheter un bien. Maintenant, il y a une exception, c'est que si c'est ta première acquisition, elle va t'autoriser à mettre moins, c'est-à-dire 5 ou 10% en fonction de la taille du bâtiment que tu veux acheter. Si tu veux acheter une maison ou un appartement ou un immeuble de rapport de 2 logements, ça va être 5%. Un immeuble de rapport de 3 ou de 4 logements, ça va être 10%. Elle est prête à le faire à condition que le gouvernement vienne un peu assurer ton prêt. En gros, ce que le gouvernement va mettre en place, un système d'assurance qui fait que si tu ne rembourses pas ton 95%, lui, il va le faire à la place de la banque. Et c'est la seule condition à laquelle la banque va être OK que tu achètes un bien en mettant moins que 20%, à condition que ce soit backé par le gouvernement. Et pour être backé par le gouvernement, ça doit être ta résidence principale. Donc, c'est comme ça que les banques fonctionnent. Et derrière, donc, tu mets soit 20% ou 5% ou 10% de mise de fonds, mais tu ne pourras jamais mettre 0%. C'est un peu ça le principe. C'est parce qu'en France, on arrivait quand même à financer des biens à 100%, 110%. En réalité, ils te demandent souvent de mettre les frais de notaire, mais après, bon, il y a des techniques pour contourner tout ça quand tu fais des compromis acte en main. Enfin bon, je pense que voilà, je vous apprends rien si vous regardez la chaîne YouTube. Donc, ta première acquisition au Canada, c'était quoi? Un immeuble de rapport de 2 logements avec un sous-sol. Donc, il y avait 2 unités. J'habitais au rez-de-chaussée, donc j'ai pu l'acheter avec 5% de mise de fonds qui venait de ce que j'appelle des mises de fonds alternatives. Il me fallait 25 000 pour l'acheter. Tu les avais pas? Non, je les avais pas. D'accord. J'ai pris la moitié sur ce qu'on appelle
un REER. Donc, un REER, c'est comme un peu l'équivalent Un plan d'épargne retraite. d'un plan d'épargne retraite. Un plan d'épargne entreprise. Exactement. Où est-ce que ton employeur met de l'argent, finalement? En fait, il y a deux. Enfin, je sais pas, en France, je sais qu'il y a le plan d'épargne retraite. Tu peux pas toucher jusqu'à la retraite. Et le plan d'épargne entreprise où ton employeur met un abondement et tu peux le débloquer, mais que si tu fais par exemple un achat immobilier comme ta résidence principale ou si tu te retrouves au chômage, je crois, longue durée. Enfin, tu as des règles comme ça. C'est exactement la même chose ici. Donc, c'est un plan d'épargne que tu peux débloquer uniquement à ta retraite, qui est cotisé par ton employeur, dans mon cas en l'occurrence, mais que tu ne peux casser que si et seulement si tu t'en sers pour acheter ta résidence principale, chose que j'ai faite. Donc, je suis allé chercher la moitié là-dessus. L'autre moitié, je l'ai pris sur une marge de crédit. Une marge de crédit, c'est un peu comme une carte de crédit, mais l'avantage, c'est que tu n'as l'obligation uniquement de rembourser les intérêts. Donc, tu empruntes un 100 000 sur une marge de crédit à 10%. La seule obligation que tu as, c'est de payer seulement le 10 000 $ d'intérêt et pas rembourser le capital. Et tu avais des taux importants sur ta carte? À l'époque, c'était autour de 5%, 5-6%. Ouais. C'est pas élevé pour une carte de crédit. Surtout quand tu considères que c'est un bien que j'ai acheté à 517 000 et qui aujourd'hui, au bout de 6 ans, vaut 1 million. Donc, c'est quand même un méchant rendement, surtout avec de l'argent qui ne vient pas de ta poche. Donc ça, c'était ma première acquisition, mais surtout ma première expérience de rénovation. On en parlait tout à l'heure de Carlos. Ouais, des rénovations, c'est une histoire. Ouais. Exactement. Puis, première rénovation, j'ai créé un logement au sous-sol. Donc, il y avait 2 logements. J'ai créé un logement supplémentaire au sous-sol. Donc, la valeur du bâtiment a jumpé. Et tout à l'heure, on parlait aussi des différences entre les deux marchés. Tu vois, quand j'investis en France, je suis très focus sur aller chercher du cash flow et acheter un bien qui est rentable. Alors qu'ici, c'est un peu l'inverse. Je suis très OK d'acheter un bien qui est non rentable, parce que très peu de gens veulent l'acheter. Mais une fois que je l'ai acheté, je vais le rentabiliser, le rendre rentable. Le vrai travail de l'investisseur immobilier ici commence après l'acquisition. Oui, on va essayer d'acheter au meilleur prix, mais ton vrai travail, qui est de la création de valeur, va se faire après que tu as acheté le bien. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait des rénovations, rajouté un logement. Donc, j'ai commencé comme ça, avec ce premier appartement. Puis après, j'ai acheté un autre immeuble de rapport de 3 logements. Et ça a été vraiment une galère. J'ai failli arrêter à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de mal. La gestion des locataires au Québec demande de vraiment comprendre comment marche la loi, d'être très éduqué là-dessus, chose que je n'étais pas. J'ai eu beaucoup de galères, des mauvais locataires, des non-paiements, des logements saccagés. Et c'est là que je me suis dit, un soir, je revenais, c'est à la Prairie, donc c'est sur la rive sud. Je revenais à Montréal et je passais sur le pont. Puis, que j'aime beaucoup quand je revenais de cet appartement-là, c'est que en revenant à Montréal, tu passes par le pont et tu vois Montréal au loin. Tu vois ce qu'on appelle le skyline. Donc, c'est vraiment tous les gratte-ciel de Montréal avec la vue. C'est hyper beau. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais un bâtiment qui serait à moi, que je construirais dans cette ville-là. Et, c'est là que c'était une expérience très difficile. Mais chaque fois, quand je revenais, j'avais cette petite gratification et je me suis dit, je vais pas abandonner, je vais continuer à chercher et je vais trouver une solution à ce qui me fait le plus mal aujourd'hui. Ce qui me faisait le plus mal avec ce immeuble de rapport, c'était la gestion. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver des gestionnaires pour ne plus avoir à gérer des locataires. Je peux très bien être un investisseur immobilier sans pour autant gérer des locataires parce que j'avais des appartements en France qui étaient gérés par La Forêt, Orpi, ce genre d'agence. Et ça se passait très bien. Ça se passait bien, ouais. Ça se passait très bien. Donc, je me suis dit, au lieu d'arrêter parce que j'ai une difficulté, je vais aller chercher une solution qui est de trouver un gestionnaire. Ici, pour avoir un gestionnaire, il faut que le bâtiment soit assez grand, assez gros, qu'il y ait assez de logements que ça en vaille la peine pour un gestionnaire. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'acheter des immeubles de rapport de plus en plus gros. J'ai commencé à faire une analyse de marché et voir un peu toutes les villes au Québec où est-ce qu'il y avait vraiment ce que j'appelle les fondamentaux. Le taux de chômage en baisse, le taux d'inoccupation, le taux de vacances en baisse, les loyers qui augmentent, les prix qui augmentent, le chômage qui baisse, les revenus des ménages moyens qui augmentent, tous ces indicateurs qui font que tu te dis, cette ville a un potentiel. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la ville de Sherbrooke, en Estrie, dans les cantons de l'Est. Et je me suis dit, si je veux y investir, il faut que j'aille trouver des gestionnaires. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé 3 gestionnaires sur place. Je suis allé les rencontrer. Et il y en a une avec qui j'ai vraiment eu une bonne vibe. On a eu une bonne rencontre, on a bien accroché. Et elle m'a appelé quelques semaines plus tard en me disant, Uriel, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a eu comme conversation. T'as pas encore de bâtiment, mais t'as pris la peine d'aller rencontrer des gestionnaires en prévision de tes prochains achats. On a un de nos clients aujourd'hui qui veut vendre un de ces bâtiments. Est-ce que ça t'intéresse? Ça, c'est le top, ça. Les affaires qui tombent comme ça, quand on t'appelle, on te dit... Ouais. Et petit tips, moi, je pense que petite astuce, les meilleures personnes qui peuvent vous apporter des leads, qui peuvent vous apporter des opportunités, c'est ceux qui gèrent déjà des bâtiments. Ouais, ou ceux qui sont dans l'immobilier. J'avais trouvé comme ça une excellente affaire.
En fait, j'ai un ami, on s'était perdu depuis 10 ans, tu vois, je te raconte et on se retrouve, il me dit, ouais, j'ai investi dans l'immobilier, tout ça et tout, et il me dit, là, j'ai trouvé un super deal, etc. Bon, sauf qu'il était vraiment, il avait très peu de revenus, il travaillait dans la restauration, en intérim, etc. Il avait déjà acheté 5 appartements, et donc là, il arrive pour financer le 6e, et il se fait refuser partout sur la banque, donc il perd la vente. Donc il m'a refilé le plan, j'ai contacté la vendeuse sans dire que je passais par lui, parce que du coup, comme il n'a pas eu de financement, bah, si tu te présentes comme l'ami du gars qui n'a pas eu de financement, potentiellement... T'as une mauvaise aura. Voilà, donc je sais plus ce que j'avais dit, mais bon, en gros, je l'ai contacté, voilà, et ouais, j'ai racheté cet appartement, c'était un excellent deal. Mais c'est par le réseau que tu arrives à faire de très très bonnes affaires. J'en parlais tout à l'heure de Jean-François qui m'a fait rentrer à Bell, la compagnie où j'ai travaillé, parce que du coup, c'était le réseau qui m'a fait trouver mon premier emploi. Tout fonctionne ici à travers le réseau. Donc bref, elle m'a proposé ce bâtiment-là, c'est un bâtiment de 9 logements, et c'est littéralement lui qui a changé ma trajectoire financière. Un niveau de rapport de 9 logements, on l'a acheté à 722 500 avec mes partenaires à l'époque. Il y a une taxe que tu payes après avoir acheté un bâtiment qui s'appelle la taxe de bienvenue, c'est assez ironique. Mais en gros, en incluant cette taxe-là... c'est du foutage de gueule. Exactement. La taxe de bienvenue. Et en incluant cette taxe-là, c'est revenu à peu près à 750 000. On a mis un gros 300 000 de travaux. Donc, aussi bien l'apport que les travaux ont été financés à travers ce que j'appelle les mises de fonds alternatives. Donc, de l'argent qui vient de différentes sources. Là, en l'occurrence, de marge de crédit, carte de crédit, ce genre de choses. Et après rénovation, le bâtiment a été évalué à 1 900 000. Mais tu flippes pas quand même, parce que là, tu pars, bon, c'est des dollars canadiens, donc c'est quoi, en gros, grosso modo, une opération à 1 million de dollars canadiens, ça doit faire quoi, l'équivalent peut-être de 600 000 euros, quelque chose comme ça? Ouais, 650, 800. 650, ok. Tu pars sur une opération comme ça, 9 logements, tu y allais serein, enfin, t'as pas, parce que tu sais, bon, maintenant tu le racontes, c'est fait, enfin, c'est acté, mais tu sais, je me mets toujours à la place des personnes qui nous regardent, bon, on parle de gros deals, mais tu sais, au bout d'un moment, il faut sauter le pas. Et là, à cette époque-là, tu n'étais pas non plus ultra encore aguerri, quoi. Tu n'as pas peur, tu ne te poses pas des questions. Je vais acheter un premier bâtiment, un immeuble de rapport de 2 logements à 500. Ensuite, je vais acheter un immeuble de rapport à 500 à nouveau de 3 logements. Après, j'ai acheté un immeuble de rapport de 4 logements à 800 000 dans Verdun, dans Montréal, le sud-ouest. Et ensuite, j'ai enchaîné sur ce immeuble de rapport de 9 logements. Mais tu étais cool, en fait, sur tes premiers investissements. T'as pas, avant d'investir au tout début, parce que tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la période où, dans cette période où tu dois sauter le cap, tu t'es pas posé des questions, tu dormais bien la nuit, enfin, comment ça se passait, quoi? Le premier, il y avait un peu une sorte d'insouciance parce que c'était ma résidence principale. Le premier, c'est ce que je payais tous les mois de 1600 $, c'était l'équivalent de ce que je payais en loyer avant. Donc, ultimement, j'ai remplacé un loyer par un crédit immobilier. Ok, donc cool. Ça, c'était assez cool. Ma femme ne voulait rien entendre sur l'immobilier au Canada. Pourquoi? Parce que quand on marchait dans les rues, quand on se promenait, on voyait des pancartes à louer. Parce que ici, les propriétaires, ils laissent la pancarte même après avoir loué le logement pour pouvoir attirer des leads. C'est comme un lead magnet finalement. Okay. Parce qu'ils ont beaucoup de logements. Donc ici, au pire des cas, je vais attirer un lead et je vais le mettre dans un autre de mes logements. Donc, tu shut pas down ton lead magnet après qu'il t'ait ramené des leads. Tu les laisses ouverts. C'est exactement ce qui se passait. Mais ma femme, dans sa compréhension à elle, si le panneau était affiché, ça veut dire que ça se louait pas. D'accord. Et donc, elle ne voulait rien entendre parler de l'immobilier au Canada. J'ai dit, regarde, on paye un loyer, on va convertir notre loyer en hypothèque pour avoir un bâtiment qui va nous appartenir. Puis, mon premier refinancement aussi. Une propriété que tu achètes à 500 000, qui vaut 1 million. Alors, on parlera tout à l'heure de ce que c'est que le refinancement. Okay. Mais une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que, oh wow, il y a beaucoup de cash à faire. Donc, la deuxième est un peu plus facile à faire. Tu vois. Puis après, la troisième se fait un peu naturellement. La quatrième était un peu plus difficile parce que je suis passé dans une autre famille de biens, un autre type de classe d'actifs, ce qu'on appelle les multilogements. Donc, c'est des bâtiments de 5 logements et plus qui fonctionnent pas comme les immeubles de rapport de 4 logements et moins. C'est quoi la particularité? Donc, peut-être de ton quatrième investissement. Quand tu achètes un appartement, une maison, un immeuble de rapport de 2, de 3 ou de 4, la banque regarde tes ratios personnels pour financer le bâtiment, ta capacité d'emprunt. Tu achètes en nom propre. En nom propre. C'est Uriel qui est propriétaire. Exactement. Alors que par exemple, quand tu achètes du 5 et plus, ce n'est même pas toi qui achètes le bâtiment. C'est le bâtiment qui s'achète lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la banque va regarder la capacité d'emprunt du bâtiment et non ta capacité d'emprunt. Est-ce que le bâtiment génère assez de revenus pour supporter la dette que tu t'apprêtes à mettre sur ce bâtiment et supporter tous les paiements de la banque, mais aussi les charges qui viennent avec? Si la réponse est oui, tu vas chercher le bien.
Donc, pour une personne qui voudrait se lancer, c'est-à-dire reproduire un petit peu ton parcours, est-ce que tu recommanderais à cette personne de commencer à acheter en nom propre et ensuite, après, d'acheter via des sociétés, un petit peu comme tu l'expliquais, ou de directement commencer via des sociétés? Qu'est-ce que tu recommanderais? Je recommanderais de commencer en nom propre. Acheter avec des sociétés, ça vient avec une complexité supplémentaire. Quand tu commences et que tu as déjà plein de peurs, de craintes, d'hésitations, ne va pas te rajouter une contrainte supplémentaire qui est de comprendre la partie légale qui vient avec une entreprise, avec un partenariat, avec une association. Va déjà acheter au personnel un immeuble de rapport de 2, 3, 4. Je commence toujours à commencer par un immeuble de rapport. Je conseille aux gens, par exemple, dans mes programmes d'accompagnement, de faire exactement ce que j'ai fait. Commence par un immeuble de rapport de 2, 3, 4. Achète le plus gros possible que te permettent tes finances. Fais-toi la main dessus sur la gestion des locataires. Le même problème qui m'a permis d'aller plus haut, mais qui était un challenge que j'ai dû dépasser pour pouvoir aller plus haut. Commence à comprendre la loi, comment ça marche, commence par comprendre comment faire des rénovations sur 2, 3 appartements. Une fois que tu as bien compris ces choses-là, après, tu peux passer sur du plus gros. Souvent, je leur conseille, fais 1 ou 2 acquisitions au moins dans du petit, immeuble de rapport, du 2, du 3, du 4. Et une fois que tu es confortable, là, maintenant, passe sur du plus gros. Et très probablement, sur du plus gros, tu vas aller acheter avec une compagnie, avec une entreprise, tu vas faire des partenariats. C'est toute une autre logique. Là, tu passes vraiment plutôt dans la partie investissement professionnel. Avant ça, tu es un peu encore en mode un peu amateur ou en mode un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais quand tu passes dans du 5 et plus, tu es beaucoup plus vraiment ce qu'on appelle un immopreneur, un entrepreneur de l'immobilier. Et c'est pas la même logique, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas les mêmes façons de faire les calculs, c'est une autre philosophie. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai des clients qui me contactent sur un premier investissement et c'est vrai qu'ils regardent un peu des vidéos sur YouTube, l'immeuble de rapport, ils veulent se lancer en mode très gros. Et tu vois, j'ai des gens que je prends en consultation, des fois ils me bookent pour une demi-heure, 1 heure. Et généralement, je les calme rapidement parce que quand je lui dis que tu vas te lancer sur un projet où par exemple tu vas avoir 300 000 ou 400 000 de travaux, mais c'est des toitures à refaire, des fondations à refaire, des choses comme ça, je leur pose la question, je lui dis mais est-ce que tu as une expérience dans la rénovation? Enfin, il y a une différence entre faire de la rénovation, un peu de peinture, du placo, enfin tu vois, tu changes une cuisine, et faire une rénovation en mode gros œuvre où là c'est la toiture, la charpente, enfin là c'est quand même, et si t'es pas dans du métier, ça peut vite chiffrer, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment les deux gros, comment dire, les 2 gros points noirs de l'immobilier, enfin c'est des points noirs, après c'est quand tu sais les gérer, c'est pas vraiment des points noirs, mais pour moi il y a deux paramètres que les gens sous-estiment, c'est les travaux, parce que c'est difficile de trouver des entreprises qui vous font des bons prix dans les délais, etc. Et le côté gestion des locataires, donc soit t'aimes pas, toi t'aimes pas. Non. Donc tu délègues, mais ça c'est très vite. Enfin, c'est comme dans le business. Moi par exemple, faire le support client, la gestion, ça m'intéresse pas non plus parce que je suis pas très patient. Donc je préfère mettre une personne qui est très diplomate, qui va recontacter les gens, qui fait ça bien. Il vaut mieux à ce moment-là externaliser ça à quelqu'un qui le fait bien. Et pour les travaux, même chose, quoi. Si t'es pas bricoleur, j'ai des amis en fait, si tu veux, eux, quand ils investissent dans l'immobilier, ils aiment bien, tu vois, j'ai un pote qui s'appelle Daniel, il fait comme ça, il achète des appartements, il me dit ouais, avant que l'artisan il arrive, je pète tout moi-même parce que j'aime bien comme ça, l'artisan il a tout prêt, tu vois, il aime faire ça. Tant mieux. Moi c'est hors de question, quoi. Enfin, je vais tout déléguer, mais c'est une question de qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu aimes pas faire, puis c'est aussi d'être en mesure d'être honnête avec soi-même. Et c'est pas que j'aime pas la relation avec les gens, en fait, c'est le côté d'avoir une obligation que tel jour je dois être là, tu vois. Ah non, je fais pas les check-in. Moi, en fait, j'aime pas en fait le côté où tu vois, j'ai un emploi du temps bloqué. Si je suis devenu indépendant financièrement, et je pense que toi c'est pareil, c'est que tu veux récupérer la liberté de ton temps. T'as envie de dormir le matin, tu dors le matin, t'as envie de partir en vacances, t'as pas envie de bosser. Bah voilà, enfin comment dire, tu t'organises. Mais quand tu sais que t'as un checking, ça te bloque ta journée. T'as le locataire qui te dit qu'il va arriver à 16h, puis finalement, son avion est retardé, il arrive à 17h, 18h, et toi, t'es là, t'attends comme un gland. Enfin, tu vois, ça, mais moi, je fais pas les check-in. Oui, non, mais évidemment, après, tu automatises, mais... En fait, le seul moment où je leur parle, c'est quand je décide de leur parler. C'est pour ça aussi qu'on veut être libre financièrement, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. J'adore interagir avec eux, et j'interagis avec eux suivant mes propres termes quand je décide de le faire. C'est pour ça que c'est cool. Ok, je comprends bien. Mais si on revient, c'était ça. Donc, premier immeuble de rapport, 9 logements. Je te dirais que je l'ai fait un peu de façon, il y avait un optimisme insouciant et aussi le fait que à chaque niveau, je me suis fait former. On va le dire, tu dois le dire sur ta chaîne, je le dis sur ma chaîne, mais
La connaissance te donne la confiance. La confiance te donne le courage et le courage te donne le fait de prendre des actions. Donc chaque fois que j'ai fait un gros move, je suis passé du petit au gros. Après les gros, je me suis lancé dans la construction de bâtiments neufs. À chaque fois, je me suis fait former et ça, c'est un peu ça qui a rendu un peu le processus un peu, je dirais pas facile, mais simple. Mais tu t'es formé auprès de qui, comment? J'ai pris les formations de la place. Moi, j'ai fait toutes les formations qui existent au Québec en termes d'immobilier. J'ai fait tous les clubs qui existent. J'ai beau donner des formations, ça m'empêche pas d'aller chercher des formations pour aller comprendre des choses que je ne sais pas. Avoir l'humilité de dire je ne sais pas. Tout est gratuit, disponible sur YouTube. Non, c'est des formations payantes. Non, tout est gratuit. C'est ce que disent les gens dans les commentaires. Ouais, tout est non. gratuit sur YouTube, tu lis un bouquin, t'as tout compris au game de l'immobilier. Non, je me fais la beauté de dire, mais enfin, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te disent ça, quoi? En fait, ce que tu trouves sur YouTube, c'est un peu comme d'aller aller dans une bibliothèque et commencer à chercher dans tous les rayons pour savoir ce que tu recherches et essayer de mettre les morceaux ensemble. Ce qui est intéressant quand tu fais une formation, c'est qu'on te dit assieds-toi et voici les bouquins que tu vas lire, voici les étapes que tu vas suivre, mais surtout, c'est pas juste de la connaissance, c'est des contacts, c'est de l'expérience, c'est les gens qui font la même chose que toi. Pourquoi j'ai eu de la facilité à acheter un bâtiment, un immeuble de rapport de 9 logements? C'est que dans cette même formation, il y avait des gens qui achetaient des immeubles de rapport de 24 logements. Donc, tu es parti du principe, moi je sais pas comment tu sélectionnes tes formateurs, mais à chaque fois que je vais demander conseil à quelqu'un, la seule question que je me pose, c'est est-ce que cette personne a réussi à faire ce que moi je n'ai pas fait? Est-ce qu'elle a les résultats? Le gars qui me dit oui, mais tu comprends, dans le futur, je vais faire ça. Je m'en fous, moi. Est-ce que tu as des résultats? Si tu n'as pas de résultats, reviens me voir quand tu auras des résultats, parce que tu as des gens, tu sais, voilà, ils sont. Mais ça ne m'intéresse pas de me former auprès de gens qui n'ont pas de résultats, quoi. Surtout aujourd'hui, faut faire attention sur Internet. C'est facile de louer la belle voiture, de louer la belle montre. On en parlait tout à l'heure. De flex en montrant les choses que tu as louées, par exemple, pour faire croire que, surtout dans le monde de la crypto, du trading, un peu l'immobilier aussi, versus aller voir quelqu'un qui peut t'amener sur un de ces chantiers en disant, tu vois, le bâtiment de 8 logements là, c'est moi qui le construis, voici les plans, voici comment je m'y suis pris, voici les étapes. Avant de choisir une formation, il faut que tu t'assures que la personne qui va donner la formation, premièrement, a fait au moins 10 fois ce que tu veux faire. Et deuxièmement, qu'il est vraiment crédible dans ce qu'il dit et qu'il fait vraiment. Une fois que tu as vérifié ces deux choses-là, c'est un investissement que tu fais. C'est comme quand tu investis en bourse. Est-ce qu'il peut que tu te trompes? Bien sûr, ça peut arriver. Mais si tu fais vraiment tes recherches, tu prends le temps de te renseigner, de vérifier certaines informations et que tu choisis la formation parce qu'aussi tu as un bon feeling avec la personne. C'est important. Va pas prendre un formateur avec lequel tu te reconnais pas. Nous, j'ai pris une formation en coaching business qui me coûtait 25 000 par an. Et honnêtement, j'en ai pas tiré grand chose. Pas parce que le formateur était mauvais, mais parce que on matchait pas en termes de vibe. Et c'est important parce que sinon, derrière, là, tu vas pas en tirer le meilleur de ce qu'il a à offrir et du coup, tu vas pas progresser. Donc, ultimement, c'était mon erreur. Donc, pour revenir, je te dirais, choisis quelqu'un qui a déjà fait au moins 10 fois ce que tu veux faire. Tu veux quelqu'un qui veut t'apprendre à comment faire pour avoir 10 logements. Assure-toi qu'il en ait au moins 100. Tu veux quelqu'un qui va t'apprendre à faire 10 000 en business. Assure-toi qu'il a fait au moins 100 000 par mois. C'est vraiment comme ça que tu choisis quelqu'un. Tu fais tes devoirs, tu fais tes validations. C'est comme choisir un cursus pour aller à l'université. Tu fais tes recherches et après, tu te lances. Et c'est comme ça que je m'y suis pris. Avec le recul, est-ce que j'avais peur quand je faisais ce genre d'investissement? Pas forcément. Il y avait de l'inquiétude, il y avait de l'inconnu. Mais encore une fois, j'étais bien entouré, j'avais des gens autour de moi qui avaient de l'expérience et j'avais déjà eu un peu un cycle de renforcement positif à travers des petites victoires que j'avais eues préalablement. C'est pour ça que c'est important de célébrer les petites victoires. Et donc, je me suis dit, si j'étais en mesure de faire et j'ai fait des belles opérations. J'ai acheté l'immeuble de rapport de 4 logements que j'ai acheté à Verdun. On l'a acheté à 800 000. On a mis en gros 30 000 dedans avec mon partenaire. On l'a revendu à 970 000. Quand tu fais ce genre d'opération et tu te rends compte que, oh, waouh, ça marche, il y a quelque chose à faire, tu appliques les méthodes que d'autres personnes ont appliquées et ça marche, donc ça te renforce positivement et tu continues. J'ai le souvenir que quand j'ai commencé la formation en question, avant d'acheter l'immeuble de 9 logements, j'ai commencé à prospecter, à faire des recherches et j'ai trouvé un parc immobilier de 100 logements. Ok. Je suis allé rencontrer le vendeur, on est allé assez loin dans la négociation, finalement ça n'a pas abouti, mais il n'y avait pas vraiment... Je sais pas, c'est peut-être un optimisme insouciant, c'est peut-être je pense qu'il y a rien qui est impossible quand tu t'y mets vraiment, si tu mets et l'énergie, et la détermination, et la formation, et les actions, tu ne peux pas ne pas réussir. Si tu prends les actions disproportionnées qui font que tu vas forcément mettre les inputs, le output va forcément arriver. Et c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça mon mindset est fait. Pour moi, il y a rien d'impossible.
Et du coup, une fois que je me dis, go, on y va, je prends les actions. Je suis conscient que je ne contrôle pas l'outcome, mais je contrôle le input. Donc, si je suis en mesure de contrôler ce que je mets dans une machine qui a déjà marché pour d'autres personnes, je vais forcément avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que j'ai acheté ce bâtiment-là. Et ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. C'est à partir de là que j'ai commencé à penser à démissionner. Et suite à ça, après que j'ai démissionné de mon emploi, acheter le bâtiment acheté à 750 000, 300 000 de travaux, ça fait 1,50 million, 1,50 000. Puis derrière, la valeur est ressortie à 1,9 million, 1,920 pour être précis. Et donc là, on a ce qu'on appelle le refinancement. Je suis allé rechercher une nouvelle dette à hauteur de 1,2 million qui a permis de rembourser la mise de fonds, l'apport initial, rembourser les travaux et qui nous a même permis de nous payer.